Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah wa rahmatullahi wa rahim. Donc, petite analyse sur la situation en Tunisie suite aux propos tenus par le chef d'État tunisien Kais Saïd et ce qui a été dit par la suite dans les médias francophones, internationaux et ainsi de suite. Bon, cette question de la crise migratoire ou de l'immigration de façon générale est devenu un thème récurrent des chefs d'État qui sont dans l'incapacité de faire de ce que certains appellent en français de la réelle politique ou de la real politique, c'est-à-dire une politique au service de son peuple. Quand on est un patriote ou un nationaliste, alors après ça dépend de la définition qu'on donne du nationalisme de façon générale, mais du moins quand on aime son peuple et quand on aime son pays un minimum, eh bien on fait ce qu'il faut pour servir ce peuple et ce pays. Bon. Donc nos chefs d'État reviennent systématiquement sur cette question de la crise des migrants, mais aussi bien avant qu'on parle des migrants dans les années 2010, on parlait d'immigration du matin au soir en France, en Europe, partout en Occident dans les années 2000, 90, 80 et ainsi de suite. Et désormais, depuis la crise migratoire suite au printemps arabe et même un peu avant, ce sont des pays d'Afrique subsaharienne et des pays du Maghreb qui en parlent et qui sont eux aussi, entre parenthèses, confrontés à cette problématique. D'abord, avant de parler de l'immigration de façon générale et de ce qui est dit par le chef d'État tunisien et de ce que l'on doit interpréter de tout cela, je voudrais rappeler quelques faits très intéressants et très importants. La crise des migrants, la crise migratoire la plus récente, celle des années 2010, elle nous vient d'où? Elle nous vient de ces occidentaux, entre parenthèses, de ces agents impériaux, comment dirais-je, mondialistes, pour rester courtois et politiquement corrects, qui ont déstabilisé le monde arabe, et en partie le Maghreb, le grand Maghreb, ou les pays, disons, du Moyen-Orient, genre Libye, mais aussi Syrie, etc. Et ce qui a déclenché par la suite des vagues, disons, migratoires extrêmement importantes, d'abord vers la Turquie, vers l'Europe de l'Est, notamment l'Allemagne, puis après la France, et d'autres pays d'Europe, et puis des pays désormais du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, qui accueillent de ces humains, parce qu'avant toute chose, ce sont des êtres humains qui fuient les guerres. Qui veut subir la guerre? Qui a envie de rester sous les bombes, que ce soit à Tripoli en Libye, que ce soit à Damas en Syrie ou ailleurs? Personne, à part ceux qui veulent défendre leur bled et qui sont en état de se battre parce que ce sont de jeunes mâles ou des adultes d'un certain âge qui sont en âge de porter les armes et de défendre leur pays. Bon. Donc, ce sont les Occidentaux qui ont déstabilisé la Libye, j'insiste, notamment Nicolas Sarkozy et tout son staff de sionistes et de mondialistes comme BHL et les autres, qui ont affirmé à un moment donné que s'ils n'étaient pas, je cite, juifs et talmudistes, ils ne seraient jamais intervenus en Libye. Donc la crise migratoire en France, elle nous vient principalement de Libye, puis elle ensuite se dirige vers l'Italie, on se rappelle du drame de Lampedusa, etc. Et ensuite elle se dirige chez nous, en France, en Occident, et après en Europe de l'Est, puis ça ça nous renvoie à l'Angleterre, enfin c'est l'Occident, peu importe. Bon. Donc tout part quand même de cette déstabilisation de la Libye, de la Syrie et d'autres pays suite au printemps arabe, qui a été orchestrée par les Occidentaux, donc les Américains, les Anglais et les Français, le couple Sarkozy à l'époque et Cameron, qui était le Premier ministre britannique, bien avant, dans les années 2000, alors il n'y a pas eu de crise migratoire, mais ceux qui ont déstabilisé le Moyen-Orient et la péninsule arabique, donc c'est-à-dire l'Irak, encore une fois, nous n'étions pas dedans, mais c'était les Occidentaux quand même, c'était les Américains plus Tony Blair et les autres. Nous déstabilisons le monde arabe, nous bombardons le monde musulman, enfin pas nous, mais nos maîtres, entre parenthèses, pour qui d'ailleurs on n'a pas voté, puisqu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils sont soutenus par tous ceux qui sont des ennemis de la démocratie, du souverainisme et du respect des principes des uns et des autres, d'accord? Et ensuite nous embarquent, nous, nos soldats, nos pays, et ainsi de suite, dans des guerres illégales
pour s'accaparer des territoires, leurs ressources naturelles, et tout ça, encore une fois, dans l'intérêt de ce gang, on va dire, mondialiste, et de leurs petits copains de l'entité sioniste, et ainsi de suite. Bon. Donc nous sommes embarqués dans ces guerres illégales, et toutes ces guerres, effectivement, ce sont des destructions d'un point de vue infrastructure, matériel, etc. Mais ce sont aussi des déstabilisations d'un point de vue territorial et géopolitique, dans la mesure où les frontières sont éclatées, tout le monde et personne passe, on va dire, ces frontières et en profite pour aller s'installer en Occident ou ailleurs. Donc on a effectivement des familles, des femmes, des enfants, des innocents, des vieillards, des hommes aussi tout à fait respectables qui viennent s'installer ici ou là en France, en Europe ou ailleurs, puisqu'ils fuient les guerres qu'ils n'ont pas voulu. Eux étaient chez eux tranquilles et on est venu les déstabiliser dans leur pays, mais vous avez aussi des gens malfaisants qui profitent de la situation, des voyous, des gangsters, des mafieux, des passeurs, etc., qui, encore une fois, en profitent pour venir s'installer chez nous, en Europe, en Occident ou ailleurs. Et aujourd'hui, c'est au tour du Maghreb de subir, entre parenthèses, cette situation, mais il faut bien rappeler qu'au départ, ce sont les Occidentaux qui ont délibérément déstabilisé tous ces pays, que ce soit d'abord l'Irak, bien avant la Somalie et l'Irak une première fois en 91, puis après une deuxième fois en 2003, l'Afghanistan, aujourd'hui nous récupérons plein d'Afghans, enfin, tout ça c'est nous, encore une fois, nous avons été en Afghanistan, nous avons perturbé la scène afghane, nous avons déstabilisé ce pays, nous avons bombardé, nous avons tué, nous avons emprisonné, et aujourd'hui on se prend tous ces migrants en pleine figure, et on se demande sur les chaînes télévisées si c'est une bonne chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, et on a toujours la monnaie de sa pièce dans la vie, il faut le savoir quand même. Bon. Donc, si on était resté chez nous, si nos armées n'avaient pas été ni en Centrafrique, ni au Mali, ni ailleurs, on n'aurait pas ces centaines de millions de personnes qui viennent s'installer en France, et dont d'ailleurs les préfectures et les autres accueillent à bras ouverts, enfin à joies ouverts, c'est pareil. Bon. Donc, voilà la situation, comment elle a été créée par la déstabilisation, par cette dimension, cette idéologie néoconservatrice, néocoloniale, impérialiste, belliqueuse et haineuse qui fait que nous sommes dans une situation catastrophique aujourd'hui d'un point de vue migratoire, mais aussi économique, politique, social, culturel et ainsi de suite. Bon. Maintenant, j'en viens à notre ami, entre parenthèses, Kais Saïd, qui se plaint effectivement des migrants et qui agite la carte de l'identitarisme maghrébin, de la civilisation soi-disant arabo-berbéro-islamique. Enfin bref. Bon. D'abord, je tiens à être honnête, j'ai effectivement soutenu ce monsieur au départ quand il s'est présenté parce que la scène tunisienne était tellement mauvaise qu'historiquement j'ai toujours soutenu les islamistes en Tunisie ou ailleurs. Enfin, ça dépend lesquels, il y a différentes catégories d'islamistes, mais les islamo-réformistes, je les soutiens initialement, mais ils ont fait n'importe quoi une fois arrivés au pouvoir. Que ce soit Rachid Ghannouchi et sa clique, ils ont été nuls, nuls, nuls et nuls. Bon, bien évidemment, je condamne fermement la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, la façon dont ils sont pourchassés par le régime, etc. Mais ils ont été extrêmement nuls, il faut le dire. Bon. Mais pour autant, j'ai soutenu Kais Saïd au départ parce que je pensais que c'était un candidat, on va dire, hors système. Il était sans parti, il s'est présenté sans étiquette, et il est apparu un petit peu comme un candidat, on va dire, populiste, qui n'a rien à voir avec les partis de pouvoir habituels. Il n'est pas ni dans Tunis, il n'est pas dans Ennahda, il n'est pas dans... Voilà, il est seul, sans étiquette. Je me suis dit, très bien, pourquoi pas. Après tout, on peut essayer. Et les Tunisiens, du moins c'est ce qu'on nous a dit, ont voté pour lui. Très bien. Une fois arrivé au pouvoir, je veux bien croire que la première ou la deuxième année ont été très difficiles, notamment avec la crise du Covid, etc. C'est vrai que ça n'a pas été facile à gérer. Mais force est de constater qu'il est aussi nul que les autres et qu'il ne sert à rien. Et que concrètement, il doit dégager, puisqu'il ne sert strictement à rien. Bon, il n'a rien fait pour la Tunisie, il n'a rien fait pour les Tunisiens, il n'a rien fait pour le pays de façon générale, tant d'un point de vue sécuritaire qu'économique, que politique, qu'à tous les niveaux. Donc c'est une catastrophe, donc il doit partir, son bilan est extrêmement mauvais. Je ne dis pas qu'il y a mieux derrière, mais je veux dire, à un moment donné, c'est le peuple qui choisit. On est en démocratie, soi-disant. Il y a ceux qui nous disent, mais comment dirais-je, il n'a pas fini son mandat. Ou je pense qu'à un moment donné, quand on est aussi mauvais qu'on fait absolument rien pour son pays, comme ici en France ou ailleurs avec Macron et les autres, on doit démissionner et on doit laisser la place à plus compétents, à plus sincères.
Et comme il est nul et qu'il le sait très bien, il agite l'épouvantail en quelque sorte identitaire, parce que c'est tout ce qui reste à ces gens-là, comme un peu Orban en Hongrie ou les autres, c'est de pointer du doigt, on va dire, un peu genre comme l'extrême droite le fait, la crise migratoire pour dire qu'en fait, ce n'est pas de ma faute si mon bilan est aussi mauvais, c'est la faute en gros de ceux qui veulent modifier. Alors là, on apprend que Kais Sa'id, pardon, d'un seul coup est un anti-mondialisme sérieux, alors qu'il n'a fait que ça, se soumettre à la France et aux autres à un moment donné. Donc après, il a fait marche arrière, après il est revenu, après, bon. Mais dans le fond, ce qu'on a retenu de sa politique, c'est qu'elle n'avait absolument rien, ni d'islamiste, ni de tiers-mondiste, ni de nationaliste, etc. Mais elle était vide de sens à tous les niveaux. Et là, d'un seul coup, il se présente, ou comment dirais-je, prétend être un identitaire qui veut protéger ses frontières. Bon, d'abord, la première des choses, c'est pas de protéger ses frontières, c'est de commencer par protéger le peuple tunisien de tout ce qui lui tombe sur la figure en termes de crise économique et ainsi de suite. Et rien n'est fait, et absolument rien n'est fait à ce niveau-là. C'est d'une nullité absolue. Donc, là, on se déporte vers une poignée de migrants en Tunisie dont on ne sait même pas vraiment qui ils sont, d'où ils viennent, et est-ce qu'ils sont un problème pour la société tunisienne, puisque certains Tunisiens disent oui, une grosse masse disent non. Donc en plus, démocratiquement, quand on capte un petit peu l'attention, les voix des différents citoyens et citoyennes, on entend tout et son contraire. Il y a beaucoup de propagande en plus sur les réseaux sociaux et sur Internet, et in fine, en quelque sorte, c'est un moyen pour lui de sortir de la masse de critiques qui tombent sur lui de par en plus tout l'aspect antidémocratique de son régime actuellement et l'absence plus que jamais de droits de l'homme, puisqu'on a vu des arrestations et des emprisonnements tout à fait arbitraires qui sont contraires à tout ce qu'il a prétendu défendre, et ainsi de suite. Maintenant, il y a autre chose à dire par rapport à la question des migrants d'Afrique subsaharienne de façon générale. Bon. Est-ce qu'il y a un racisme au Maghreb? Bien sûr qu'il y a du racisme au Maghreb. Est-ce qu'il y a du racisme en Afrique subsaharienne? Bien sûr qu'il y a du racisme en Afrique subsaharienne. On ne va pas me faire croire à moi que les Noirs, ou les Maghrébins, ou les Occidentaux, ou les Asiatiques, ou les Sud-Américains sont meilleurs que les uns ou les autres. Le racisme, il est international, on le retrouve partout. Il y a 3-4 ans environ, en Afrique du Sud, mais pas que, on a vu des chasses aux migrants. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud noire, c'est pas l'apartheid, c'est pas les Afrikaners, c'est pas les Bauers. On a vu des Sud-Africains noirs chasser d'autres noirs, Congolais, Soudanais et ainsi de suite, d'une extrême violence. Et ça n'a rien à voir avec les scènes qu'on voit là au Maghreb, ou en France, où alors là c'est papier, titre de séjour et ainsi de suite, tout ce qu'on voudra. Donc, me faire croire à moi dans cette espèce de logique, on va dire, gaucho, bobo, libertaire, que dans l'absolu, les Noirs sont ontologiquement bons, gentils et toujours victimes, ce n'est pas rendre service à nos frères et à nos sœurs noires, puisque en Afrique, comme partout, vous avez des gens bien, vous avez des gens mauvais, vous avez des racistes et vous avez des antiracismes, comme partout. Et on le voit dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, où il y a des chasses aux migrants, au Soudan, du Nord, du Sud, vice-versa, les uns sur les autres, en Éthiopie avec tel pays frontalier, et voilà. Donc, cette question de la chasse aux migrants et de la haine vis-à-vis des étrangers, on la retrouve systématiquement partout. Elle n'est peut-être pas autant codifiée, entre parenthèses, que dans certains pays, mais on va y venir à un moment donné. Donc, ce qu'il faut, c'est pas dénoncer la pseudo-haine ou le racisme des Maghrébins vis-à-vis des Noirs, parce que la majorité des Maghrébins musulmans, alhamdoulilah, ne sont absolument pas racistes. Ils sont, de par leur din, le Coran, l'islam, anti-racisme à quasiment 100%. Mais il y a une poignée, effectivement, d'identitaires complètement écervelés qui vont chercher des poux chez les étrangers, comme on a les mêmes dans l'extrême droite racialiste et identitaire en France ou ailleurs. Nous, alhamdoulilah, nous pesons les actes des êtres humains à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas besoin de racialisme, d'identitarisme, de tribalisme, etc. pour juger ce qui est bon de ce qui est mauvais. Nous pesons les actes des humains dans la balance coranique et prophétique, point. Donc maintenant, j'en viens à la 3e ou 4e partie, je ne sais plus, de cette vidéo, c'est la défense de son pays contre les projets, les desseins, entre parenthèses, des mondialistes, des mafias, des voyous et des gangs. Là, par contre, si le rôle des chefs d'État, notamment Kais Sa'id ou les autres, c'est de protéger leur bled contre des voyous, des délinquants, des mafieux, etc., il n'y a pas de problème. Et je suis le premier à défendre cela, que ce soit ici, mais aussi en Californie, aux États-Unis, par exemple,
quand vous avez des masses d'habitants de la Californie qui n'en peuvent plus d'une immigration mexicaine, qui n'est pas une immigration de travail ou une immigration culturelle ou autre, mais une immigration de voyous, de gangsters, de mafieux et de gangs qui viennent pour littéralement mais enfoncer la Californie et toute la côte ouest des États-Unis en enfer, parce que c'est ce que nous voyons tous les jours dans des centaines de documentaires sur Internet, pareil dans tous les pays du monde entier. Donc, on voit ça tous les jours en France. Les Français ont accueilli énormément d'étrangers. Et les Français ont démontré, contrairement à ce que disent certains, qu'ils ne sont que très peu racistes ou racialistes, parce que l'extrême droite fait des scores minables à chaque élection ou presque. Et de surcroît, les Français ont accepté à peu près tout ce qu'on leur a imposé sur les 50 dernières années. Ils ont accepté le métissage, ils ont accepté d'apostasier de leur religion, ils ont accepté le changement démographique, ils donnent leurs filles et leurs fils à des étrangers, des étrangères, des extra-européens, ils acceptent les conversions de leurs enfants à d'autres religions extra-européennes et ainsi de suite. Ils avalent tout et ils acceptent tout sans se plaindre, à part une petite minorité. Donc, il y a quand même des pays qu'on accuse et qu'on taxe de racisme, où on ne verra jamais, enfin en tout cas pas avec ce socle doctrinal d'un point de vue juridique, etc., de chasse aux migrants physiquement, comme on le voit dans certains pays, notamment à ce qu'on a pu voir un peu, mais après il y a eu beaucoup de manipulations, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. On a vu des milices à un moment donné se former et chasser des migrants, de telle ou telle origine, hein, peu importe, c'est pas le sujet, congolais, somaliens, etc. Tout le monde y va de sa haine et de sa violence verbale ou physique. Donc, défendre son pays contre des voyous, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Expulser des voyous, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Quand on reprend l'histoire de nos salafs, l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est écrit dans notamment Tabaqat, je raconte n'importe quoi, Manaqib al-imam Ahmed, rahimahullah, ou dans le livre du récit de l'autobiographie de l'imam Ahmed, écrit par Cheikh Mohammed Abu Zahr, rahimahullah, il nous explique que l'imam Ahmed en personne avait fait expulser plusieurs personnes de Bagdad, notamment un jeune, juste parce que de par son physique, de par sa beauté, il surjouait de sa beauté physique pour faire chavirer les cœurs des femmes. Expulsé de Bagdad, c'est un musulman. Et un bagdadite, entre parenthèses. Imaginez un petit peu ce que l'imam Ahmed ferait aujourd'hui, en France ou ailleurs, face aux racailles et aux délinquants étrangers qui traînent dans les rues tous les jours et qui embêtent les femmes, les commerçants ou d'autres Français d'origine extra-européenne, mais intégrés ou ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut être honnête. Il y a trop de laxisme. Qu'on accueille des étrangers, il n'y a pas de problème. Mais pas accueillir des voyous et des gens qui viennent se comporter comme des délinquants, voyous, peu importe, dans un pays dans lequel ils viennent d'arriver, alors qu'en plus qu'ils sont sans papier. La première des choses quand on débarque quelque part, que ce soit en Tunisie, en France, en Algérie, en Somalie, au Pakistan ou ailleurs, c'est de se tenir à carreau un minimum, c'est de respecter le pays, c'est de respecter les lois un minimum, c'est de respecter aussi les citoyens, comment dirais-je, les autochtones en quelque sorte, ceux qui sont là depuis des millénaires et qui ont une autre religion, une autre façon de faire. Ça n'empêche pas de faire da'wa, de se désavouer de ceux avec quoi nous ne sommes pas d'accord, etc. Mais dans le respect, la joie et la bonne humeur, on est d'accord. Bon, mais ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qui est fait depuis des années. Parce qu'avant qu'on parle des migrants, il y avait déjà une immigration en France dans les années 2000 et même fin 90 qui n'avait plus rien à voir avec l'immigration des années 60, 70, 80. Et on a vu arriver des masses de gens qui ne voulaient pas, je ne parle pas d'assimilation, mais qui ne voulaient pas s'intégrer un minimum, et qui se comportaient extrêmement mal, et qui ont profité du regroupement familial pour faire venir en France des gens qui ne méritaient pas, je le dis ouvertement, de venir en France. Parce que 20 ou 30 ans qu'ils sont en France, ils n'ont absolument rien fait, et ne connaissent pas un mot de français. Et c'est une honte. Moi demain, quand je vais aller habiter en Algérie, au Maroc, ou je ne sais où, Allahu a'lam, la première chose que je vais faire, c'est apprendre la langue du pays, c'est trouver un travail et un loyer pour ma famille. Et c'est le minimum syndical. Mais des gens qui viennent uniquement pour profiter des acquis sociaux ou du système, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est pas acceptable. Parce que on n'a pas une vision, nous en tant que musulmans racialistes ou tribalistes de la société, on a une vision qui repose sur des principes traditionnalistes du respect du pays, du respect de la loi, du respect des autres et d'un minimum de tenue. Voilà, on ne débarque pas en France pour errer dans les rues du matin au soir, pareil en Tunisie, au Maroc, ou dans des pays d'Afrique subsaharienne, notamment en Somalie, au Soudan ou ailleurs, où des gens viennent s'installer et se comportent mal, parce que des gens qui se comportent bien, il y en a beaucoup, et ces gens-là, il n'y a pas de problème, mais des gens qui se comportent mal, il y en a aussi un paquet, et malheureusement, de par le laxisme juridique des pays dans lesquels nous sommes, ces gens continuent à affluer et à agir comme ils le souhaitent.
jusqu'à ce qu'on voit tous les jours sur des sites internet, et c'est pas des fake news, genre les migrants viennent d'arriver, ils ne veulent pas des vêtements qu'on leur a proposés, ils veulent des vêtements de marque. En plus, ce sont des rois, ils choisissent ce qu'ils veulent, ils viennent d'arriver, mais ils veulent... Les Ukrainiens n'ont rien demandé. Les Ukrainiens sont arrivés en France, ils n'ont rien demandé du tout. Ils ont été à l'école, à la fin déjà des premiers mois qu'on avait scolarisé leurs enfants, ils avaient déjà des meilleures notes, et à la fois que ceux qui sont nés en France mais qui sont d'origine extra-européenne, quelle coïncidence, mais encore même des Français de souche parfois. Donc vous voyez le niveau en plus même des Français de souche. Bon, c'est dire à quel point nous sommes descendus très bas. Ceci étant dit, on a ce genre de scènes, et aussi des scènes où carrément on nous parle de migrants, qui viennent d'arriver, mais qui refusent les hôtels ou les foyers ou les lieux dans lesquels on les place. Je pense qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être dans un pays ou dans un autre, ou d'être accueillis si c'est pour se comporter de la sorte. Moi je pense que si j'étais un réfugié politique, j'arrive dans un pays, déjà on m'accueille, c'est grand, c'est énorme, on me donne un titre de séjour, hamdoulillah, c'est énorme, on me permet de travailler, de faire venir ma femme et mes enfants. Non mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que c'est énorme ce qu'on nous donne. Et en plus on nous respecte, j'ai le droit à un avocat, et ainsi de suite. Mais il y a des pays, mais vous n'êtes rien si vous débarquez de cette façon-là, et vous n'aurez rien, et vous ne serez jamais rien. Et ces pays-là, c'est nos bleds musulmans, en grande partie, où on n'est rien dans ces pays. Ou alors ce sont des pays du Sud sur lesquels tout le monde fantasme, ou des pays soi-disant dissidents, genre Chine, Corée du Nord, mais des pays de malades, avec des gouvernements de tawarid comme jamais, des gouvernements considérés dans le Coran comme étant les pires formes de gouvernement qui soient, les gouvernements pharaoniques de Pharaon en quelque sorte. Les gouvernements à abattre, très clairement. Et nous on est là, on les excelle, parce qu'on est dans un anti-américanisme primaire. On n'a pas idée de ce que ça... On n'a pas idée de ce que c'est en vérité. On ne mesure pas, quand on a été pourri gâté, entre parenthèses, on ne mesure pas ce que c'est à un moment donné que la démocratie et les droits de l'homme. Oh, on me dira, la démocratie c'est du coffre. Et tu l'as dit par le passé. Je n'ai rien dit de tel par le passé. Je me suis exprimé différemment sur la démocratie par le passé, mais aujourd'hui je le dis ouvertement. La démocratie, c'est 1 milliard de fois mieux, haqallah, que tous les régimes pourris de toute la planète soi-disant islamique, y compris l'Iran, l'Arabie Saoudite et les autres. Voilà, comme ça c'est dit. Sur ce, barakallahu fikoum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.